croisade contre la science. Voilà comment certains commentateurs ont qualifié les bons à l'avant du conservatisme récemment. Des colloques sont faits dans le monde universitaire pour discuter de la montée d'une droite obscurantiste et anti-science. Et les médias traditionnels continuent de peindre le portrait de l'archétype du conservateur religieux anti-science qui est opposé à toute forme de découverte moderne, un peu comme le résidu de la funeste époque du Moyen Âge. Il suffit de remettre en question certaines doctrines clés de la vision du monde actuellement dominante pour être qualifié parce que opposé à un consensus scientifique d'extrémistes religieux, de complotistes, de haineux, qui auraient perdu ses facultés rationnelles, aveuglés par la haine ou la nostalgie. Cette infantilisation cognitive de la droite, elle n'est pas sans cause ni sans conséquence. Comment ne pas remarquer, pour ce qui est de la cause, de l'accaparation de l'académie, particulièrement en ce qu'elle touche les sciences humaines, de la gauche woke, qui donne vraiment cette impression que le progressisme a la science de son côté. Pour ce qui est des conséquences, on peut voir chez les conservateurs actuels une honte et un complexe extrême, qui les empêche de s'affirmer dans leur idéologie de façon cohérente, et à faire systématiquement des concessions au camp progressiste contemporain. Madame Coulombe, je commence avec vous. C'est quoi être à droite quand on a 21 ans? En fait, j'ai l'impression que être à droite, c'est pas nécessairement. En fait, c'est difficile un peu comme concept. Je trouve que c'est un peu abstrait. Socialement, moi, je suis d'avis que tout le monde est responsable de ce qu'ils font. Puis rendu là, moi, si ça me cause quelque chose qui me concerne moins, ben c'est pas quelque chose que je vais aller attaquer les autres avec. Ce progressisme en question apparaît alors comme un véritable sens de l'histoire, parce que c'est la seule option cohérente. Il est appelé à vaincre, à réussir à tout déconstruire pour reconstruire selon les promesses qui lui sont propres de justice et d'utopie. Mais si cette thèse, toute commode qu'elle apparaît à certains, s'avérait complètement fausse, et si elle n'était qu'une surcompensation d'un camp idéologique qui, dans son relativisme, rejette la notion même de vérité. Et si cet argument d'autorité académique était la seule arme pour défendre des thèses qui s'effondrent à des exigences aussi simples que de définir des mots comme homme ou femme. Et si la science était présentement attaquée sur la place publique, principalement par le camp progressiste radical. Il y a un terme qui existe depuis longtemps dans la philosophie classique pour définir l'être humain, celui d'animal rationnel. Les penseurs qui ont largement façonné notre civilisation, comme Aristote ou Thomas d'Aquin, considéraient que l'être humain était un composé de corps matériel, d'où il tire son animalité, et d'une âme rationnelle, d'où il tire son intelligence, sa dignité, sa liberté. Quoi qu'on pense de ces écoles de pensée-là, il est dur de refuser à l'homme, à l'être humain, cette propriété d'animal rationnel. C'est-à-dire qu'il est naturellement ordonné, naturellement fait pour connaître la vérité. L'homme a, et c'est pour lui une source formidable de motivation, cette envie naturelle, cette curiosité-là, d'élucider les mystères du monde. Non pas uniquement pour pouvoir créer des technologies qui vont lui être utiles par après, mais pour la connaissance en elle-même. C'est d'ailleurs là l'origine de la science. En effet, étymologiquement, la science, ça veut pas dire autre chose que la connaissance. On peut donc dire que l'homme est naturellement en quête de science. Et la nature lui a donné un outil tout désigné à cette fin. La raison. Selon cette conception classique de l'être humain et du monde, il existe une vérité objective. Le monde est intelligible et organisé rationnellement. Et pour une bonne raison, parce qu'il aurait été créé par un Dieu lui-même rationnel et intelligent. Et l'être humain, qui est fait à l'image de ce créateur-là, a lui aussi une intelligence, bien qu'imparfaite, et il est capable de connaître à un certain degré la vérité, c'est-à-dire d'arriver à un accord entre sa pensée et la réalité des choses, par la connaissance des principes qui gouvernent le monde. Ce système de pensée-là était d'ailleurs la base pour la science occidentale. C'est dans les monastères que les premières universités ont fait leur apparition en Europe. Outre cela, cette capacité à réfléchir objectivement, l'être humain est capable d'autoréflexion. Il est capable de connaître sa propre nature, de la voir en ses semblables, les autres êtres humains, et ainsi créer une société qui est gouvernée par des principes rationnels de justice. Cependant, une école de pensée alternative est apparue chez certains membres du clergé au Moyen Âge. C'est le nominalisme. Selon cette conception, l'être humain n'est pas en mesure de connaître objectivement la vérité. La raison, qui est comme l'outil pour connaître la vérité, n'existe pas vraiment. Et les concepts, qui sont eux-mêmes les outils de la raison, sont en réalité des simples produits de l'imagination humaine. Pour donner un exemple plus concret, lorsque vous allez voir deux arbres, vous allez être naturellement disposé à leur attribuer une nature en commun. C'est-à-dire, vous voyez deux arbres et vous imaginez que les deux ont la même nature d'arbre. Cependant, selon l'école du nominalisme, les deux arbres sont deux individus complètement séparés, distincts, et qui n'ont pas nécessairement une nature en commun, mais vous leur avez attribué une nature en commun avec votre imagination, simplement pour pouvoir mieux naviguer dans le monde, parce que ce concept-là vous est utile. Mais ça veut pas dire qu'il existe vraiment dans la réalité. On voit bien comment cette école du nominalisme proscrit d'emblée toute forme de connaissance scientifique. En effet, si on n'est pas capable de connaître la nature même des choses, comment peut-on espérer pouvoir, à partir de la connaissance qu'on a sur ces choses-là, extrapoler
et arriver à des connaissances de leur cause, leur explication, de leur origine. En d'autres mots, comment est-ce qu'on peut être en mesure de faire la moindre théorie scientifique? Le nominalisme proscrit également toute forme de valeur morale objective et commune à tous dans une société. Parce que si on n'est pas capable de connaître la nature des choses, on n'est pas non plus capable de connaître la nature humaine. Et donc on n'est plus capable d'en dériver des principes de justice avec lesquels tout le monde pourra être d'accord. Toute la morale devient une affaire de sentiment, et on ne peut plus débattre rationnellement du bien et du mal. Plusieurs siècles plus tard, une autre école de pensée a récupéré le déclin de la notion de vérité objective et l'a utilisée à ses propres fins, la gauche progressiste. Selon elle, le fait d'affirmer des vérités objectives, ou plutôt prétendre affirmer des vérités objectives, sur la nature humaine, c'est non seulement faux, comme on vient de le voir avec le nominalisme, ça cache des intentions encore plus sinistres. La notion de vérité objective, c'est des armes utilisées par la classe dominante pour se maintenir au pouvoir, non plus seulement par la force physique, mais par la manipulation des esprits. C'est ce que le marxisme appelait la superstructure, qui allait venir en aide à la structure, c'est-à-dire la dynamique de domination des bourgeois sur les prolétaires. Et la superstructure, c'était des institutions dans la culture qui allaient maintenir cette oppression-là. Le marxisme a identifié une variété d'institutions comme des superstructures, entre autres la religion, qui était l'opium du peuple, qui résignait les pauvres à rester pauvres avec la promesse de prospérité après la mort. Ou bien le patriotisme, qui divisait les travailleurs entre eux selon les nationalités, alors que la classe bourgeoise, selon Marx, était unie à travers le monde pour défendre ses intérêts. Ou bien encore le mariage, qui transformait la femme en propriété et qui maintenait l'inégalité économique par la succession des enfants. Plus tard encore, la gauche, dite intersectionnelle, a récupéré ce type de raisonnement et l'a appliqué à une variété d'enjeux autres que l'économie. Il est même allé plus loin. La notion même de vérité objective, parfois même biologique, c'était un outil d'oppression. Le féminisme radical considère aujourd'hui que la notion selon laquelle il existe des différences biologiques significatives entre les hommes et les femmes dans une variété de domaines, ce qui est un fait largement attesté en passant, comme une pseudo-vérité qui a pour but d'assujettir les femmes. L'anticolonialisme, qui est une autre école de la gauche postmoderne, considère que les sciences occidentales, c'est-à-dire une immense partie du corpus de savoir scientifique humain, comme un savoir qui est tout à fait situé et relatif, et égal à des savoirs traditionnels non scientifiques de différentes régions du monde. La vérité, selon la gauche postmoderne, n'est plus déterminée par la force des arguments. Elle est déterminée par l'origine sociale de la personne qui pose l'argument. La vérité, en fait, c'est un concept blanc et patriarcal. Peut-être que vous considérez quelque chose comme vrai, mais la seule raison pour laquelle vous la considérez comme vraie, c'est parce que si cette chose est vraie, alors ça avantage le système qui vous garde privilégié. Donc, au final, la seule raison pour laquelle vous adhérez à cette vérité-là, c'est parce que vous êtes un homme, parce que vous êtes blanc, parce que vous êtes bourgeois. L'idéologie de gauche postmoderne, qu'on appelle vulgairement le wokisme, en fait, par sa nature même, ça empêche le débat rationnel. Parce que ça opère selon la présupposition que la personne qui n'est pas d'accord avec sa position n'agit que pour ses intérêts oppressifs de classe. On voit alors très clairement l'opposition entre la notion classique de l'être humain et du monde, qui valorise la raison et la vérité objective, et de l'autre côté, la gauche postmoderne woke, qui critique la vérité objective et la raison comme des outils d'oppression, et qui par conséquent déconstruit les fondements mêmes de toute science et de dialogue honnête. Vous savez, il y a un peu plus d'un an de cela, j'étais encore à l'école, au cégep que vous connaissez peut-être, le cégep du Vieux-Montréal. Là-bas, j'ai eu la chance de pouvoir étudier les sciences humaines. Inutile de dire que j'étais dans l'un des repères assez réputés du wokisme au Québec, et mon expérience par conséquent va pas nécessairement être identique à celle de tous les autres étudiants de mon âge. Par contre, elle a quand même sa validité. J'ai vu une institution d'éducation supérieure publique financée par le gouvernement, quand même d'une certaine envergure, là, qui est complètement aplatie, soumise à la tyrannie d'une gauche radicale, où l'exclusion sociale parmi les étudiants pour le moindre scepticisme au dogme woke était chose courante, où le filtre idéologique allait se ressentir jusque dans les corrections des travaux. Ce qui est une expérience, j'en suis sûr, répandue même au-delà du cégep du Vieux. Il faut dire pourtant que ce cégep, un des pires exemples de rigueur et de neutralité académique, était un des endroits où il était valorisé d'étudier en sciences humaines. C'était par conséquent une assez bonne fenêtre pour voir le futur de la discipline au Québec. Force est de constater que le futur des sciences humaines, un peu comme le présent de celle-ci, laisse un peu à désirer. C'est un fait établi, et qui va au-delà de mon expérience personnelle, parce qu'appuyée par des statistiques, la gauche partisane de diversité n'accueille pas
paradoxalement, beaucoup de diversité idéologique dans ces départements. Toutes les statistiques auxquelles on a accès nous montrent qu'il existe une surreprésentation assez impressionnante de la gauche et de l'extrême gauche dans les universités, et une sous-représentation encore plus impressionnante de la droite. Elle montre aussi que les étudiants et les académiciens conservateurs dans ces domaines-là subissent souvent des moqueries, de la discrimination, de l'exclusion dans les classes d'université. Les quelques conservateurs encore présents dans ces départements-là, parfois s'abstiennent de publier des études qu'ils ont faites, ou tout simplement abandonnent l'idée même d'aller en sciences humaines à cause de la rectitude politique qui règne dans ces endroits-là. Certaines études de meilleure qualité méthodologique sont parfois rejetées, ignorées par la communauté des scientifiques dans les sciences humaines, en faveur d'études de moindre qualité, tout simplement parce que l'une ne correspond pas à l'agenda qui veut être poussé, et l'autre oui. Certaines études qui n'attribuent pas l'entièreté des différences de résultats entre deux groupes à la discrimination, même s'ils sont de bonne qualité méthodologique, sont ignorées, décriées, exclues par les pairs. Comment ne pas voir des similitudes avec le traitement que réservent les médias traditionnels au mouvement conservateur à la seconde que ce dernier sort des limites de l'acceptable que l'on restreint toujours plus en plus de son côté, tandis que jusqu'à relativement récemment, on a laissé libre cours aux dérives les plus folles et extrémistes de la gauche. Comment ce déséquilibre idéologique et cette absence de position ne peuvent pas s'identifier à un laxisme intellectuel et à une radicalisation progressive de la gauche qui est dans sa tour d'ivoire et dans la chambre de son propre écho. Quand donc un gouvernement municipal ou provincial met en place des comités d'experts pour étudier des questions comme la théorie du genre à l'école ou le racisme systémique, comment on peut s'attendre à quelque chose d'autre que de la pure idéologie? Et comment on peut possiblement s'attendre à de la science rigoureuse et neutre quand on vient de voir l'état actuel de l'académie? On va se baser sur des travaux de sociologie ou de psychologie, mais qui sont faits par des idéologues qui refusent le principe même de vérité et qui n'accordent pas plus de valeur à la vérité objective qu'ils n'accorderaient de sympathie aux intentions malsaines d'une classe dominante et bourgeoise qui a créé le principe même de vérité pour se maintenir au pouvoir. Les sciences humaines, je le crois sincèrement, ont vraiment cette vocation-là à être une force pour le bien dans la société. Après la théologie, elles ont l'objet le plus noble, l'être humain. Et par conséquent, elles sont en position de produire des connaissances les plus importantes pour nous. Mais exactement pour la même raison, elles sont aussi en mesure de produire des erreurs les plus dévastatrices pour la société. Et vraiment à travailler pour le mal de celle-ci. Alors qu'on me comprenne bien, je ne dis pas que tous les départements de sciences humaines dans les universités sont absolument irrécupérables et que tous les professeurs sont des idéologues corrompus. J'ai moi-même fait l'expérience de plusieurs professeurs qui étaient excellents, ouverts au dialogue et qui avaient une véritable connaissance scientifique. Par contre, il faut se rendre à l'évidence. Le paradigme académique actuel ne fonctionne pas et travaille contre l'avancement des connaissances. La science, c'est la connaissance humaine, comme nous l'avons vu. Pour permettre la possibilité même d'une science, il faut valoriser certaines notions, comme la vérité objective et la raison. Pour avoir une véritable science humaine, c'est-à-dire une connaissance sur la nature humaine, il faut déjà admettre l'existence d'une nature humaine qu'on va apprendre à connaître par la science. Puisque toute science a des fondements philosophiques. Alors pourquoi ne pas revenir aux fondements philosophiques des sciences humaines qui ont été en place pendant des millénaires? La théorie du droit naturel, qui fonde des disciplines comme l'anthropologie, la politique ou la morale, avec une compréhension complète de l'être humain comme animal rationnel, selon moi c'est la seule alternative sérieuse pour restaurer la vocation des sciences humaines. Le paradigme classique doit être restauré. Et c'est précisément pour cette mission que nous sommes motivés à continuer cette chaîne et ces vidéos-là. Nicolas, qui est derrière la caméra, et moi, ça va bien faire 6 mois qu'on a commencé ce projet. Et on en a plein d'autres qui s'en viennent. Je vous remercie énormément du soutien que vous nous avez donné récemment, et je vous encourage à rester avec nous pour la suite.